L'Union européenne prépare l'une des manœuvres financières les plus ambitieuses de son histoire. Non seulement pour continuer à financer le conflit par procuration en Ukraine, mais aussi pour remodeler entièrement le cadre d'utilisation des avoirs souverains gelés en temps de guerre. C'est précisément ce qui s'est produit cette semaine, lorsque la Commission européenne a dévoilé une proposition d'envergure. Un prêt de réparation de 165 milliards d'euros destiné à l'Ukraine, financé par la valeur en liquidité des avoirs souverains russes gelés détenus chez Euroclear, en Belgique. Selon Ursula von der Leyen, cela fait partie d'un ensemble plus vaste de 210 milliards d'euros visant à assurer la survie financière de l'Ukraine au cours des prochaines années. Regardez la vidéo. Alors, quelle est cette proposition? Aujourd'hui, nous proposons de couvrir les 2/3 des besoins de financement de l'Ukraine pour les 2 prochaines années, soit environ 90 milliards d'euros. Le reste serait pris en charge par des partenaires internationaux. Et aujourd'hui, nous présentons 2 solutions sur lesquelles les États membres doivent se mettre d'accord. La première solution consiste en un emprunt de l'UE. Il s'agit essentiellement de lever des capitaux sur les marchés en utilisant le budget de l'UE comme garantie, puis de fournir ces capitaux sous forme de prêts à l'Ukraine. Cette solution doit être approuvée à l'unanimité. Et la deuxième solution que nous proposons aujourd'hui dans le texte juridique est ce que l'on appelle un prêt de réparation. Ici, nous utiliserions les soldes de trésorerie provenant des avoirs russes mobilisés dans l'Union européenne. Nous proposons d'inclure toutes les institutions financières qui ont accumulé de tels soldes de trésorerie et ces institutions devraient transférer ces fonds dans l'instrument de prêt de réparation. En d'autres termes, nous prenons les soldes de trésorerie, nous les fournissons à l'Ukraine sous forme de prêt, et l'Ukraine rembourserait ce prêt si et quand cela serait nécessaire. La Russie, des réparations. Pour comprendre pourquoi ce plan est réellement important, il faut partir d'une réalité très simple. D'ici avril, le trésor de guerre de l'Ukraine devrait être à sec. Kiev fait face à des dépenses de défense en forte hausse, à des services publics sous tension et à une facture à long terme que le FMI estime désormais à 135 milliards d'euros. Et ces 135 milliards d'euros concernent uniquement les années 2026 et 2027. La Commission, dirigée par Ursula von der Leyen, estime donc que le bloc devrait couvrir les 2/3 de ses besoins, soit environ 90 milliards d'euros, tout en exhortant les partenaires mondiaux à contribuer pour le reste. Ainsi, Bruxelles, tout en sachant parfaitement que c'est illégal, s'apprête à puiser dans le fonds le plus politiquement sensible d'Europe aujourd'hui, les avoirs souverains russes gelés. La logique derrière la proposition est à la fois audacieuse et juridiquement complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. L'UBEM affirme qu'il ne s'agit pas des actifs physiques de la Russie, mais des revenus laissés inactifs parce que lui interdit le versement des intérêts, le retrait des dividendes et le remboursement des titres détenus par la Russie. Mais prenons un instant de recul et faisons un petit exercice de logique, vraiment très rapide. Disons que vous avez un compte d'épargne dans une banque et que vous y déposez votre argent. Puis, plusieurs mois plus tard, votre argent génère des intérêts. Ces intérêts vous appartiennent-ils ou appartiennent-ils à quelqu'un d'autre? Que diriez-vous? C'est à vous, cela ne fait aucun doute. C'est votre argent, car il est généré par votre argent, par votre dépôt, celui que vous avez confié à une banque de votre choix. C'est très simple. La même logique s'applique aux avoirs souverains étrangers de la Russie chez Euroclear. Ce n'est pas de la science-fiction, et toute tentative de présenter la question autrement relève du pur vol.
Dans ce cas, 140 milliards d'euros de cet argent sont déposés chez Euroclear et 25 milliards d'euros supplémentaires sont dispersés dans des banques privées à travers l'Union. Plutôt que de laisser ces fonds intacts, la Commission veut emprunter sur leur base. Le mécanisme s'appelle un prêt à ressources limitées, ce qui signifie que l'Ukraine ne devrait le rembourser que si, et seulement si, la Russie met fin au conflit et commence à verser des réparations. Mais soyons honnêtes, un vainqueur ne paie pas de réparations. C'est très simple. C'est une autre vérité simple que l'UE semble choisir d'ignorer délibérément. C'est là que la politique devient délicate. La Belgique, qui abrite la majeure partie de ses avoirs gelés, comme je viens de le mentionner, s'est imposée comme le principal obstacle. Le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, n'a pas mâché ses mots cette semaine. Il a déclaré que Bruxelles avait le sentiment frustrant de ne pas avoir été entendu et il a également averti que la proposition de la Commission ne répondait pas suffisamment aux préoccupations belges. Franchement, et je l'ai encore mentionné à Copenhague la semaine dernière, confisquer ces avoirs souverains russes n'est vraiment pas une option pour la Belgique. En d'autres termes, la Belgique ne veut pas être tenue pour responsable, et ses inquiétudes sont très sérieuses. La Belgique craint que les investisseurs étrangers ne lui fassent plus jamais confiance. Et qui pourrait les en blâmer? Pour un pays dont le secteur financier est profondément lié aux marchés mondiaux, ce serait un suicide économique. Et il a tout à fait raison. Personne ne ferait confiance à la Belgique ni à l'Union européenne pour leurs avoirs souverains s'ils allaient au bout de ce vol. Voici ce qu'Ursula von der Leyen a proposé cette semaine. Pour apaiser les craintes de la Belgique, la Commission a intégré un système de protection à 3 niveaux dans la proposition. Premièrement, les États membres de l'UE fourniraient des garanties conjointes. Deuxièmement, Bruxelles créerait un mécanisme de liquidité au niveau 1 pour couvrir les déficits imprévus. Et troisièmement, l'Union pourrait régler ses obligations en utilisant des titres de créance américains si nécessaire. Une fois le conflit terminé, et seulement après que la Russie aura versé des réparations, selon Ursula von der Leyen, la chaîne de remboursement s'inverserait et l'Ukraine rembourserait l'UE. L'UE restituerait alors les fonds empruntés aux institutions financières. Et ce n'est qu'à ce moment-là que ces institutions transféreraient l'argent à la Banque centrale russe une fois les sanctions finalement levées. Voilà, en gros, le résumé de ce qu'elle a proposé. Cela semble très complexe, mais en fin de compte, c'est rien de moins qu'une tentative désespérée d'aller à l'encontre des normes internationales, de maintenir le financement de la guerre par procuration et de faire preuve d'imprudence. Selon Politico, le paquet lui-même est conçu pour répondre à plusieurs besoins ukrainiens. 115 milliards d'euros soutiendraient directement la base industrielle de défense de l'Ukraine, l'aidant à accroître sa production d'armes et à s'intégrer plus étroitement à la fabrication de défense européenne. Un autre montant de 50 milliards d'euros renforcerait le budget ukrainien, couvrant tout, des fonctions gouvernementales de base aux services publics essentiels. Enfin, les 45 milliards d'euros restants serviraient à rembourser le prêt du G7 que l'Ukraine a reçu en 2024. La Commission prépare également un financement relais d'urgence pour garantir que l'Ukraine puisse passer le premier mois de la nouvelle année, probablement en utilisant la dette de l'Union européenne si le paquet plus large se retrouve bloqué dans les négociations. Les dirigeants européens se réuniront à la mi-décembre pour débattre des aspects les plus sensibles de ce plan. Appelons cela simplement un plan. Plus précisément, ils vont discuter des risques juridiques et politiques liés à l'utilisation des avoirs russes gelés. Alors qu'y a-t-il exactement à débattre? C'est une bonne question. Cela reste un mystère.
C'est clairement illégal, comme l'ont affirmé de nombreux analystes et experts juridiques. Politico rapporte que le paquet global pourrait atteindre jusqu'à 210 milliards d'euros et pourrait même inclure des contributions de pays tiers. Le cadre resterait en vigueur jusqu'au 31 décembre 2030. En substance, il s'agit de bien plus qu'un simple instrument financier. C'est un pari politique. Un pari qui, sans aucun doute, se retournera contre l'URL pendant de très nombreuses années, car aucun pays ne fera plus jamais confiance à l'Union européenne pour gérer ses fonds souverains. Ils craindront qu'en cas de circonstances imprévues, leurs fonds souverains puissent être utilisés à d'autres fins également. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et merci d'être là. Si vous souhaitez un peu plus de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Substack et Patreon. Soutenez mon travail. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci infiniment. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.